Bonjour et bienvenue en Transparence, le magazine de la rédaction qui parle de l'actualité et qui donne la parole à ceux qui font l'actualité. Et notre invité ce midi, c'est le président du gouvernement, Thierry Santa. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté votre invitation. Alors à l'origine, nous devions parler de la situation sanitaire et de la campagne référendaire, mais l'actualité en a décidé autrement. Et l'actualité aujourd'hui, c'est bien sûr ce qui s'est passé hier au Congrès de la Nouvelle-Calédonie avec cette motion préjudicielle initiée par Calédonie Ensemble et adoptée avec le soutien du FLNKS et de l'Éveil océanien. Nous allons essayer avec vous de comprendre les raisons et les conséquences de cette situation. Mais tout d'abord, Thierry Santa, quelle est votre réaction, quel est votre état d'esprit au lendemain de cette séance un peu animée au Congrès de la Nouvelle-Calédonie ? Je dirais surpris et consterné. Surpris parce que je rappelle aux auditeurs que ce budget supplémentaire a été voté à l'unanimité des membres du gouvernement, toutes tendances politiques confondues, après de nombreux échanges organisés par Yohann Lecourrieu, le membre du gouvernement chargé du budget. Plusieurs collégialités se sont réunies, des remarques ont été exprimées par chaque membre du gouvernement et Monsieur Lecourrieu les a prises en considération, et ce qui a abouti donc à la séance du gouvernement où le budget supplémentaire a été adopté à l'unanimité. Et consterné parce que ce qui s'est passé hier, c'est un coup politique d'un homme, Philippe Gomez, qui a réussi à convaincre les indépendantistes et l'Éveil océanien de l'accompagner dans ce coup politique, et c'est plutôt inquiétant pour l'avenir. Alors, beaucoup d'éléments déjà dans votre réponse. On va y revenir pour que les Calédoniens comprennent bien. Alors donc, à la suite de cette motion préjudicielle, l'examen du budget supplémentaire a été ajourné. Est-ce que c'est grave? Ou est-ce que c'est seulement un différé? Calédoniens Ensemble ce matin disait mais ça n'a aucune importance, c'est un acte démocratique, une motion, et puis on va adopter le budget dans 10 jours. Est-ce que ça se passe comme ça? Alors ce qui est sûr, c'est que du fait de cet ajournement, ce budget supplémentaire était quand même un budget supplémentaire particulier, un peu différent de ceux qui sont votés chaque année, puisqu'il intégrait en son sein une répartition exhaustive de l'emprunt que la Nouvelle-Calédonie a contracté auprès de l'AFD avec la garantie de l'État pour faire face à toutes les dépenses liées à la crise du Covid. Et donc, à partir de là, il devait permettre ensuite, derrière, de pouvoir payer toutes les dépenses liées à la gestion sanitaire de l'entrée de la Nouvelle-Calédonie, payer toutes les dépenses liées au chômage partiel, au report des cotisations sociales, à la perte des recettes fiscales que nous constatons suite à cette crise. Et le fait de ne pas l'avoir adopté hier, nous empêche finalement de faire face à toutes ces dépenses. Ça veut dire que tout est paralysé, toutes ces dépenses-là ne pourront pas être assurées dans les jours qui viennent. En l'occurrence, en tant que président du gouvernement, je suis ordonnateur des budgets de la Nouvelle-Calédonie. J'ai pris la décision hier soir donc de suspendre toutes les dépenses de la Nouvelle-Calédonie de manière à définir des priorités, des dépenses obligatoires auxquelles nous devons faire face. Mais on ne pourra pas faire face à tout. On va, j'espère, faire face à nos dépenses de salaire, de rémunération de nos fonctionnaires, mais on va se poser la question de savoir comment on va continuer à réquisitionner les hôtels, comment on va continuer à réquisitionner les avions, comment on va continuer à alimenter la CAFAT pour maintenir le système de santé en fonctionnement, comment on va continuer à apporter ce soutien aux entreprises et aux Calédoniens qui sont en difficulté aujourd'hui. C'est toutes ces questions-là qu'on se pose, et il va falloir comment on va continuer à apporter les dotations aux provinces et aux communes, qui sont aussi des dépenses obligatoires, mais on n'en a pas les moyens. La trésorerie aujourd'hui de la Nouvelle-Calédonie n'est pas suffisante pour faire face à toutes ces dépenses. Et c'était bien le prêt que je viens d'évoquer qui devait nous apporter cette avance de trésorerie pour faire face à toutes ces dépenses. Alors, ce sont les conditions de ce prêt de l'AFD qui sont au cœur du débat et qui ont été mises en cause hier. Un prêt de 28 milliards garanti par l'État, négocié, vous le disiez, pour faire face à la crise sanitaire. L'annexe 6 a fait beaucoup de bruit, elle précise les conditions de ce prêt. Alors dites-nous, c'est quoi les conditions? Parce qu'on a entendu tout et son contraire. Vous savez, quand on a pris nos responsabilités, on s'est retrouvé dans une situation extrêmement compliquée. On a constaté un certain nombre de choses, beaucoup plus graves que ce qu'on craignait, hélas. La première, c'est qu'il y avait un trou de recettes fiscales de plus de 8 milliards. La TGC qui a été mise en place donc par le gouvernement précédent aboutissait à une perte de recettes fiscales par rapport aux taxes d'importation qui étaient préexistantes de 8 milliards. Première chose. Deuxième chose, on a constaté également un trou dans notre système de santé de 12 milliards annuels,
12 milliards annuels. Je vous parle juste de ces 2 premiers éléments parce que vous verrez que pour la suite, c'est ceux qui sont les principaux concernés. On a donc, à partir de là, pris un certain nombre de mesures en matière de santé, d'économie, de dépenses de santé. On a commencé à réfléchir à une nouvelle gouvernance pour essayer de combler ce déficit. Et effectivement, je l'ai annoncé dans ma déclaration de politique générale, le gouvernement avait l'intention de préparer une loi de programmation fiscale dont l'objectif était, entre autres, de rattraper le déficit que nous avions constaté. Donc il ne s'agit pas de créer de nouveaux impôts, contrairement à ce qui est exprimé par Philippe Gomez. Il s'agit de rattraper les impôts précédents. Et tout ça devait permettre de redonner à la Nouvelle-Calédonie une trajectoire vertueuse budgétaire. Mais tout ça, c'était avant la crise sanitaire. C'était avant la crise. C'est ce que je suis en train de vous expliquer. C'était au moment de notre prise de fonction en juillet 2019. Tout cela, on se retrouve ensuite avec une crise sanitaire à laquelle il a fallu faire face, et c'est grâce au prêt, encore une fois, que nous avons pu y faire face, et que nous devons pouvoir y faire face si ce budget est adopté. Et donc, ce que je veux dire clairement, c'est que finalement toutes les mesures qui sont prévues dans l'annexe 6 et qui nous sont reprochées aujourd'hui étaient des mesures qui avaient déjà été annoncées par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie avant la crise. La seule différence, c'est que les choses se précipitent un peu parce que on a ce prêt qu'il va falloir rembourser et le prêteur nous demande de montrer notre volonté politique de retrouver cette dynamique vertueuse économique et de faire en sorte que la Nouvelle-Calédonie soit capable de rembourser le prêt à terme. Alors, plusieurs questions. D'abord, est-ce que ces conditions, vous nous expliquez comment elles ont été mises en œuvre, mais est-ce qu'elles vous ont été imposées par l'État, par l'AFD ? On a entendu hier dans l'hémicycle que l'État avait humilié la Nouvelle-Calédonie, il l'avait traité comme un pays sous-développé. On a parlé de la Grèce et de l'Europe. Enfin, est-ce que c'est comme ça que ça s'est passé ? Est-ce que vous avez eu votre mot à dire ou est-ce que ça vous a été imposé ? Bien sûr que non. Moi, j'ai plutôt le sentiment que l'État nous a beaucoup aidés dans la gestion de cette crise, à tous les niveaux. On parle de ce prêt, mais ça a été aussi un soutien aux entreprises calédoniennes, ça a été un accompagnement du haut-commissaire pour toutes les mesures de protection sanitaire qui ont été mises en place. C'est aussi grâce à l'État qu'on est dans la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui, où on vit quasiment normalement en Nouvelle-Calédonie, ce qui est exceptionnel dans le monde aujourd'hui. Et donc, je peux pas entendre que l'État a humilié la Nouvelle-Calédonie. Et en l'occurrence, pour revenir à votre question plus précisément sur les conditions du prêt, ce sont pas des conditions. Encore une fois, ce sont des recommandations que nous demandent l'État et l'AFD pour avoir la garantie d'un remboursement demain. Bien entendu que ni l'État, ni l'AFD, ni le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ne remet en cause la souveraineté du Congrès en matière de décision fiscale, économique, budgétaire. C'est le Congrès qui délibère et tout le monde le sait. Et c'est faire un faux procès que de dire que l'État impose des conditions, c'est complètement aberrant. C'est-à-dire que l'argent est prêté à la Nouvelle-Calédonie, quoi qu'il arrive, même si elle se comporte en mauvais élève, même si elle ne fait pas de réforme fiscale, même si l'argent de l'État sera là quand même ? De toute façon, la Nouvelle-Calédonie a déjà mobilisé la moitié de ce prêt. 14 premiers milliards ont été mobilisés et ont permis donc de faire face à toutes les dépenses que j'évoquais. Ce qui était envisagé grâce à ce budget supplémentaire, c'était de pouvoir mobiliser la deuxième tranche de 10 milliards pour faire face à toutes nos dépenses à venir jusqu'à la fin de cette année. Et c'est ça la réalité. Donc, quoi qu'il arrive, est-ce que vous pensez que l'État, si la Nouvelle-Calédonie ne fait pas les mesures qui sont prévues dans cette annexe 6, est-ce que vous pensez sincèrement que l'État va demander à la Nouvelle-Calédonie de rembourser cet emprunt qui lui a été accordé ? C'est complètement inimaginable. Parmi les chiffres qui ont circulé, au Congrès hier, Calédonie Ensemble qui parle d'une augmentation de 10% des impôts dès l'an prochain pour les Calédoniens, c'est pas vrai ? Alors là aussi, c'est un faux argument qui est utilisé par monsieur Gomez. Il dit que la Nouvelle-Calédonie a l'intention de créer 7,5 milliards d'impôts supplémentaires et 10 milliards en plus pour le système de santé. Il ne fait que confondre un déficit du système de santé, qui est encore aujourd'hui de 10 milliards, effectivement, puisque les économies de dépenses qu'on a pu réaliser jusqu'à maintenant s'élèvent à peu près à 2 milliards, même si on continue dans ce sens, avec un rattrapage, je le disais, de la perte de recettes de la TGC que nous avons trouvé en arrivant aux responsabilités. Mais bien entendu que le rattrapage de recettes de TGC qu'on va devoir mettre en œuvre va servir à combler une grosse partie de ce déficit de nos comptes de santé. Donc c'est
complètement ridicule d'additionner ces deux montants et de dire qu'on va créer 17 milliards d'impôts supplémentaires. C'est pas du tout dans l'ADN de l'avenir en confiance. Au contraire, l'avenir en confiance, nous, on est dans une logique de relance de l'économie calédonienne. Et c'est par la relance de l'économie calédonienne qu'on va retrouver des marges de manœuvre demain en matière de ressources fiscales et donc de ressources pour les collectivités de la Nouvelle-Calédonie. Et on n'est pas du tout là. À aucun moment de notre programme politique, il a été annoncé la création de nouveaux impôts. Mais M. Gomez arrive à faire croire ce qu'il veut à ceux qui veulent bien l'entendre. Alors justement, ces conditions ou ces recommandations, on pourrait plutôt dire qu'ils sont contenues dans l'annexe 6, est-ce que il y a eu suffisamment de publicité autour, ou est-ce que vous les avez un peu cachés, camouflés aux élus et aux Calédoniens pour que les gens ne voient que le prêt de 28 milliards et se disent bon c'est bon, l'État nous prête de l'argent mais on n'a rien à faire, quoi. Là aussi, c'était un des arguments avancés hier après-midi. Juste, je rappelle que le prêt en question et le budget même a été discuté déjà à plusieurs reprises. Au sein du gouvernement, je l'ai dit, il y a eu 4 collégialités avant que le gouvernement adopte ce budget supplémentaire et donc les conditions du prêt qui accompagnaient. Au Congrès de la Nouvelle-Calédonie, à 2 reprises, le Congrès m'a habilité à signer le contrat avec l'AFD. Il y a eu une mission d'information qui a été mise en place par le Congrès pour la gestion de la crise du Covid et donc les modalités de répartition de ce prêt pour gérer cette crise du Covid. Il y a eu 2 jours de commission avant la présentation du budget hier après-midi au Congrès lui-même, dans laquelle, pendant ces 2 jours, une série de questions ont été posées et de réponses ont été apportées. Juste, je précise en passant qu'à aucune de ces réunions, M. Gomez n'a été présent. Je dis juste en passant. Voilà, donc quand on nous reproche de n'avoir pas suffisamment communiqué sur le sujet, c'est là encore, c'est prendre les Calédoniens pour des poulets du jour. Cette annexe 6, elle était publique et tout le monde était au courant. En tout cas, elle a été diffusée au Congrès de la Nouvelle-Calédonie et aux membres du gouvernement, bien entendu. Alors, on vous reproche également le taux de ce prêt AFD, 4%. Ça a été fixé comment, là aussi? Est-ce que vous avez eu votre mot à dire? Est-ce que ça a été négocié ou est-ce que ça a été imposé? Alors, c'est 1,4%, Madame Noire, pas 4%. Non, j'ai dit 1,4, pardon. On n'a pas entendu le 1. 1,4. 1,4%, et c'est un taux qui est normal pour ce genre de prêt. On est dans une situation particulière. C'est un prêt particulier. C'est pas un prêt d'investissement classique que la Nouvelle-Calédonie fait chaque année. En grosso modo, la Nouvelle-Calédonie emprunte entre 2 et 3 à 4 milliards chaque année pour ses investissements, comme toutes les collectivités, en l'occurrence de France et de Navarre. Là, on est dans un prêt exceptionnel avec une destination plutôt de trésorerie. Donc, s'il y a quelque chose à comparer, c'est peut-être plus des lignes de trésorerie, même si en général elles sont plus courtes. Là, il s'agit d'un prêt de 25 ans. Et là, en l'occurrence, le taux qui est proposé, c'est un taux normal, variable, sur l'Euribor à 6 mois, un taux qui est défini par le marché international. Il n'y a pas eu de volonté de l'État de surtaxer ou financer le prêt qui était accordé. C'est simplement le taux classique dans ce genre d'emprunt qui est réalisé par une collectivité quelle qu'elle soit. Et pour finir, M. Gomez faisait la comparaison avec les taux justement pratiqués sur les emprunts d'investissement, donc qui eux sont des emprunts à très long terme, avec des conditions particulières, souvent bonifiées par les organismes bancaires, avec le soutien de l'État, encore une fois. Donc c'est pas du tout comparable, encore une fois. Alors il y a déjà eu un tirage de la moitié de ce prêt, 14 milliards, vous le disiez. Le remboursement, ça va se passer comment et à partir de quand? Ce qui est prévu dans le contrat, c'est un prêt qui est donc contractualisé sur 25 ans, avec 2 ans de différé, justement pour laisser à la Nouvelle-Calédonie le temps de s'organiser pour faire face aux échéances. Les échéances s'élèveront en fonction du taux, puisque c'est un taux variable, vont s'élever entre 1,4 milliard et 1,5 milliard par an. Et donc, sur les 25 prochaines années, c'est ce qui va nous permettre de rembourser. Juste, permettez-moi de profiter de l'occasion pour signaler que des discussions ont d'ores et déjà été entamées avec l'État pour qu'une partie au moins, sinon la totalité, de ce prêt devienne une subvention à terme. L'État, dans toute cette affaire, nous avons tous agi dans l'urgence. On était face à une crise, je répète, sanitaire violente, et il a fallu très rapidement réagir pour soutenir l'économie, soutenir les Calédoniens, faire face à des dépenses liées à la crise sanitaire. Et donc tout le monde a agi rapidement. L'État, la meilleure solution a été celle-là, tout de suite, de pouvoir débloquer des fonds le plus rapidement possible. Mais je le répète, des discussions ont déjà été entamées. Le Premier ministre
précédent, donc M. Édouard Philippe, avait même, à l'occasion de la loi de finances, l'adoption de la loi de finances, annoncé qu'il était ouvert à la possibilité de transformer ce prêt ensuite en subvention de l'État. Donc on en est là. Ça veut dire que ces prêts ont également été examinés à l'Assemblée nationale, au Sénat. La représentation nationale en était informée. Ça a été non seulement examiné, ça a été adopté par l'Assemblée nationale. Et je ne fais que constater que nos deux députés, M. Philippe Gomez et M. Philippe Dunoyer, ont voté cette loi des finances dans laquelle était prévu le prêt accordé à la Nouvelle-Calédonie, sans aucune proposition d'amendement, quelle qu'elle soit. Donc ça pose question quand même maintenant avec la position qui est la leur. En tout cas, cette crise sanitaire, cette situation particulière, on n'est pas les seuls à y être confrontés. La Polynésie française est quasiment dans la même situation, même s'ils ont plus de problèmes sur le plan sanitaire que nous. Chez eux, semble-t-il, c'est les mêmes conditions de prêt, ça n'a pas l'air de créer de problème, au contraire même. Ah ben, au contraire, là... Vous l'expliquez comment? Tous les responsables politiques tahitiens, toutes tendances politiques confondues, soutiennent le gouvernement de la Polynésie française face à ce prêt qui a été mobilisé par le gouvernement tahitien, qui est exactement, mais quand je vous dis exactement, c'est-à-dire le montant même est le même, 28,6 milliards, les conditions, le taux est exactement le même, les conditions de l'annexe 6, ils ont aussi une annexe 6 où l'AFD, l'État demande au gouvernement polynésien de montrer cette volonté de revenir à une situation plus vertueuse. C'est exactement le même prêt. Et là, par contre, tout le monde soutient la démarche du gouvernement polynésien parce que tout le monde a compris que ces prêts avaient pour objectif de protéger la population, de soutenir les populations dans leurs difficultés au quotidien en ayant un minimum de salaire, de soutenir les entreprises pour pas justement que les gens soient licenciés et se retrouvent au chômage. Tout le monde l'a compris en Polynésie. Nous, en Nouvelle-Calédonie, visiblement, c'est pas le cas. Justement, est-ce que vous avez été surpris par cette motion préjudicielle qui est arrivée hier en tout début d'après-midi, alors que le Congrès était réuni pour adopter le budget supplémentaire? Motion préjudicielle déposée par Philippe Gomez et qui a été adoptée par les deux groupes indépendantistes et l'Éveil océanien. Ça vous a surpris? Vous y attendiez ou pas du tout? Alors, je vous le disais au début d'interview, j'ai effectivement été surpris parce que, je répète, ce budget supplémentaire a été adopté à l'unanimité des membres du gouvernement, toutes tendances politiques confondues. Donc il y a une vraie question de fond là qui apparaît immédiatement. Il y a une remise en cause de la part des indépendantistes de Calédonie Ensemble et de l'Éveil océanien envers leurs représentants au gouvernement. C'est un désaveu de leurs membres du gouvernement. Clairement, objectivement, ça peut pas être autre chose que cela. C'est pas la première fois, vous me direz, mais là, en l'occurrence, c'est un élément important, c'est un événement important, puisque c'est un sujet important, c'est un budget supplémentaire, je répète, important, nécessaire pour la vie quotidienne des Calédoniens, et c'est un vrai désaveu, parce que les membres en question ont travaillé collégialement, on a maintenu une vraie collégialité sur le sujet. Chacun, je le répète, a fait part de ses observations, de ses demandes. Tout cela a été pris en considération et en tout cas a abouti à ce vote unanime. Il n'y a pas eu de vote d'abstention. Il y a eu un vote unanime de tous les membres. Donc c'est une vraie remise en cause, un vrai désaveu de leurs groupes respectifs au Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Vous les avez vus depuis hier? Comment est-ce qu'ils réagissent? Est-ce que vous pouvez nous le dire? Certains le ressentent pas bien. Je ne donnerai pas de nom, mais il y a une forme d'incompréhension de leur part de la position effectivement tenue par leur groupe. On vous a reproché également hier, il y a eu beaucoup de reproches à votre endroit. Oui. On vous a reproché aussi, après le vote de la motion préjudicielle, les élus de l'Avenir en Confiance ont quitté l'hémicycle, ainsi que Nicolas Metzdorf. Vous êtes parti, ainsi que les membres du gouvernement de l'Avenir en Confiance. Vous avez dit que c'était pas votre rôle, que le gouvernement devait rester là. Pourquoi est-ce que vous êtes parti? C'était un signe de mauvaise humeur? C'était un signe de protestation? Alors, c'est clair que quand on a ce genre de situation face à soi, ça fait pas plaisir. Mais surtout, tout simplement parce que dès lors qu'une motion préjudicielle était déposée sur le premier texte à caractère budgétaire, et quand on sait que tous les textes à caractère budgétaire, il y en avait 7 autres qui étaient prévus derrière, tous sont liés. S'il y en a un qui n'est pas adopté, ce sont tous les autres finalement qui n'ont plus de base juridique pour être adoptés. Et donc dès lors que le premier texte avait fait l'objet de cette motion de préjudicielle, il était normal que la séance se termine sur cette base-là. Donc il n'y avait plus aucune utilité de rester présent à ce moment-là. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? C'est un peu ce qu'on a envie de vous demander. Est-ce qu'il y a un calendrier précis? Est-ce que tout est bloqué et que la Calédonie est en panne? Combien de temps on peut rester sans budget supplémentaire? Et
Et qui est-ce qui va décider de reconvoquer le Congrès pour l'examiner ? Madame Loire, j'aurais tendance à vous répondre qu'il faudra poser la question aux responsables. C'est eux qui ont pris cette décision, c'est le Congrès de la Nouvelle-Calédonie qui en a décidé, et donc c'est au Congrès de la Nouvelle-Calédonie maintenant de nous indiquer quel sera le calendrier pour envisager l'adoption du budget supplémentaire. Quelles sont les motivations de cet acte selon vous ? Vous nous dites que le prêt était indispensable, qu'il a été négocié dans de bonnes conditions et dans les conditions qui sont les mêmes, notamment que la Polynésie française, que peut-être il va être transformé en subvention en partie, que le taux est le bon, que les conditions sont en fait des recommandations indispensables. Alors pourquoi tout casser, ou en tout cas interrompre l'examen du budget supplémentaire à un mois, on le rappelle, du référendum ? À votre avis, c'est quoi les motivations ? Elles sont politiques ? Je pense que dans votre question, vous apportez une forme de réponse. On est à un mois, jour pour jour, du prochain référendum. On constate cette semaine quelque chose qui était un peu pressenti déjà depuis quelque temps, mais qui se fait jour. À nouveau, une certaine proximité entre Calédonie Ensemble et les indépendantistes. Ça a été le cas en début de semaine quand les indépendantistes ont déposé une demande de session extraordinaire pour que le sujet de Vallée, Nouvelle-Calédonie, soit abordé au Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Demande accompagnée donc par Calédonie Ensemble pour obtenir cette majorité. Et ensuite, donc hier, une demande de motion préjudicielle déposée par Calédonie Ensemble, accompagnée par les indépendantistes. Donc on a le sentiment que la coalition se reconstitue telle qu'elle a existé la mandature précédente. C'était dans ce cadre-là que la Calédonie a été dirigée pendant les 4 précédentes années. Et tout cela n'est pas de bon augure. Peut-être que derrière, il y a une volonté de créer des tensions à la veille de ce référendum pour ensuite apparaître comme le pompier pyromane, vous savez, celui qui met le feu et qui ensuite vient l'éteindre et est le sauveur des personnes concernées. Vous parlez d'un désaveu des membres du gouvernement de certains membres du gouvernement par leur groupe politique. Franchement, est-ce que votre gouvernement est en sursis aujourd'hui ? Faudra leur poser la question, mais il est clair que s'ils vont au bout de leur responsabilité et de leur volonté, la logique voudrait qu'ils changent leurs membres du gouvernement, puisque ceux-ci ne sont pas représentatifs des groupes aujourd'hui au Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Donc il sera de leur responsabilité de décider ou pas si ce gouvernement doit changer. Alors c'est pas vous qui avez la réponse, mais vous pensez que ça pourrait être fait avant le référendum ? Ça paraîtrait un peu énorme. J'espère que leur irresponsabilité n'ira pas jusque-là, Madame Noire. Alors, puisqu'il y a de nouvelles majorités, on sait déjà que la présidence du Congrès est détenue par un indépendantiste. Paradoxalement, la Calédonie, je fais un peu de politique fiction, pourrait se retrouver avec un Congrès et un gouvernement à majorité indépendantiste. Mais ça serait un vrai déni de démocratie. Quand on connaît les résultats de toutes les élections, et y compris du premier référendum, où grosso modo 60% de la population est non indépendantiste et que se retrouve avec un congrès indépendantiste et un gouvernement indépendantiste, là je pense qu'on aura été au bout hélas de l'accord de Nouméa et de ses conséquences, et ça veut dire qu'il faut vraiment maintenant très rapidement revenir à quelque chose de nouveau et éviter que ce genre de situation puisse se présenter et se produire. C'est pas encore le cas. C'est, je crois, l'objectif, en tout cas, ce qui est sûr des loyalistes que je représente aussi aujourd'hui, d'arriver à créer une Nouvelle-Calédonie où tout le monde trouve sa place, mais où la démocratie est respectée. Le référendum du 4 octobre, c'est dans un mois, jour pour jour. Ce climat va peser sur les dernières semaines de campagne ? Forcément, je le disais, on essaye de forcer l'opposition loyaliste indépendantiste. Moi, je crois pas que ce qui s'est passé hier soit une opposition loyaliste indépendantiste. C'est surtout d'abord un problème interne, encore une fois, au sein des groupes indépendantistes Calédonie Ensemble et Éveil Océanien par rapport à leurs membres du gouvernement, puisqu'au sein du gouvernement, je ne ressens pas cette opposition aussi forte, même si on n'est pas toujours d'accord et qu'il y a des discussions et que parfois on ne trouve pas de consensus. Mais là, en l'occurrence, sur ce sujet-là, ça a été le cas. Il y a eu un vrai consensus. Désolé de me répéter, mais c'est la raison de ma surprise. Donc voilà, je pense que la situation est celle-là et il faut qu'on soit vigilant pour la suite. Vous dites que vous précisez que vous êtes là au nom des loyalistes également. Le projet devait être présenté ce matin.
Quand est-ce que vous allez le présenter officiellement ? Il sera présenté la semaine prochaine, en début de semaine prochaine, Madame Laurent. C'est-à-dire quelques semaines avant le référendum du 4 octobre. De manière à ce que les Calédoniens puissent s'en imprégner et comprennent qu'on est véritablement dans une volonté de construire une belle Calédonie avec toutes ses composantes, dans le respect réciproque des uns et des autres, et avec le soutien de la France qui nous permet de vivre dans les conditions qui sont les nôtres aujourd'hui, à tous les niveaux. Thierry Santa, président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation.